Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec cette semaine des co-présentateurs d'exception. Mes camarades habituels ne sont pas là, ils sont en voyage. J'ai le plaisir d'être avec Madame Fatou Kiné Ngom. Bonsoir Fatou Kiné. Bonsoir Aline, je suis ravie d'être là. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de le dimanche soir. Voilà. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était, je pense, tu étais chroniqueuse pour le grand rendez-vous. Oui, c'était pendant le mois de Ramadan. Oui, ça fait beaucoup d'années, je pense déjà. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Est-ce que tu te rappelles le dernier invité qu'on a vu? Je crois que c'était Ousmane Sonko. D'accord. Et c'est là que je l'ai connu. C'est un gars exceptionnel. Ousmane Sonko est un homme d'une dimension exceptionnelle. D'accord, on a compris. J'ai aussi le plaisir d'être avec mon grand frère, le docteur Cheikh Tidiane Sow. Bonsoir, docteur. Bonsoir Ayoun, ravi de revenir vous voir. Merci de nous faire cette amitié et d'être notre chroniqueur ce soir. Je vous en prie. Tout à l'heure, en seconde partie, nous allons recevoir Madame Anna Gueye, qui est la directrice de l'école Andy School, qui viendra nous parler de la journée culturelle Andy School Day, qui sera accompagnée de Pepese, qui est l'initiateur. Également, nous recevrons Monsieur Moussa Seydou Diallo, qui viendra nous parler de la 4e édition du festival des 72 heures de poésie islam de Kédougou. Mais tout de suite, nous allons accueillir une diplômée en design et histoire de l'art. Cette entrepreneur culturelle de grande renommée est la fondatrice de la plateforme Wahar. Elle organise du 18 mai au 15 septembre prochain au musée Théodore Monod l'exposition intitulée Survival Kit, apologue de la peinture contemporaine sénégalaise. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Ken Aïchassi. Nous allons également recevoir un entrepreneur social et consultant en finance et gestion d'entreprise. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'essai intitulé « Comment réussir un entrepreneuriat au Sénégal ». Nous accueillons Monsieur Papa Abambey. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, madame Ken Aïchassi. Vous venez nous parler de cette exposition que vous avez dénommée Survival Kit, qui est un apologue de la peinture contemporaine sénégalaise. C'est vrai que c'est une démarche assez singulière que vous avez là. Vous voulez nous parler un peu de ce qui est l'art sénégalais contemporain après les indépendances de 1960 peut-être à nos jours. Et là aussi, c'est vrai que vous êtes un peu ce qu'on appelle une curatrice. Vous vous occupez un peu de tout ce qui est exposition. Et là, c'est peut-être lié au fait que vous avez un peu grandi dans le milieu. Qu'est-ce que vous a motivé un peu? Je pense que la première chose qui m'a motivée dans cette démarche de recherche, ça a été le fait d'être maman et de vouloir transmettre une histoire, l'histoire de notre pays, à mon fils. Et cette histoire étant liée particulièrement à notre histoire familiale, puisque mon père est un grand peintre de ce pays, machallah. El Hadji. J'étais en quête de réponses et il fallait que je les trouve quelque part. Donc c'est vrai que suite au décès de ma mère, qui elle-même était journaliste culturelle pour Le Soleil pendant de nombreuses années, elle et lui avaient fait pour le pays et il fallait que je sache ce qui s'était passé. Et en fait, à travers cette démarche cathartique personnelle, d'une démarche familiale finalement, je me suis intéressée à une archive nationale. Et le Survival Kit, c'est ça. Donc c'est 4 ans de recherche qui nous mènent à une histoire de l'art contemporaine sénégalaise, post-indépendance, de 1960 à 1990, dont ces 2 acteurs, mes parents, ont participé, ils ont contribué, mais ils n'ont pas été les seuls. Dieu merci, il y a eu énormément de gens qui tombent dans l'oubli, qui meurent. Et malheureusement, les générations, dont la mienne, celles à venir, ne seront pas au courant de ça. Donc j'ai voulu
faire ça dans cette dynamique. Absolument. Et comme vous le dites, on parle beaucoup de restitution des objets d'art qui datent d'assez longtemps, d'avant la colonisation, avec tout le pillage qu'il y a eu. Mais là où votre démarche est intéressante, c'est que vous nous dites, comme j'ai souvent l'habitude de dire, que le présent raconte le passé. Les erreurs que nos grands-parents ont peut-être faites, peut-être qu'elles n'ont même pas faites parce qu'on leur a imposé ça. Peut-être ce pillage est venu s'imposer à eux, la colonisation est venue s'imposer à eux. Nous ne sommes pas dans cette démarche, mais nous sommes négligents un peu. Nous sommes négligents et nous ne savons pas, je dirais même pas récompenser, mais même connaître la valeur de ce que nous avons, de notre patrimoine artistique. Et c'est là où votre démarche est très intéressante, parce que récemment, il y a peut-être des artistes qui nous ont quittés, que les gens ne connaissent même pas. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont très cotés, qu'on ne connaît pas. Les gens ne connaissent pas Soly Cissé, ils ne connaissent pas Younous Sey, ils connaissent pas beaucoup Ahmadou Ba, beaucoup ne le connaissent pas. Tout à fait. Et on se dit que le problème, c'est qu'on se demande qui c'est qui juge, en fait. Parce qu'on se demande toujours, on voit des gens, on en entend parler, ils sont tout le temps médiatisés, mais en général, sur le plan international, sur le plan mondial, on ne les connaît pas parce qu'ils ne sont pas cotés. Donc on a un problème de juge au Sénégal. Qui c'est qui juge? Qui c'est qui est derrière tout ce qui est culturel pour pouvoir dire ceux-là sont les meilleurs, ceux-là sont les bons? On a ce problème, je pense. Je ne suis personne pour être le juge de quoi que ce soit et j'ai l'humilité de connaître ma place. Mais je dois dire que ce qui a été fascinant dans cette démarche, c'est que le patrimoine n'est pas là. Et j'ai dû faire des applications les unes après les autres pour aller en quête de ces réponses-là. Trouver le patrimoine sénégalais en Allemagne, en Angleterre, ça a été très violent pour moi parce que j'ai dû demander des autorisations pour accéder aux œuvres de mon père, par exemple. Tout à fait. Et la Jessie a amené avec lui beaucoup d'artistes. Quand il fait l'anthologie des arts en 1984, il y a Fodé Camara, il y a Issa Samb, plus connu sous le nom de Joachim. Quand je vais à Ivaleva House, qui est un musée lié à l'université de Beyrouth, la ville d'un grand monsieur de l'opéra, je retrouve des œuvres de Ahmadou Ba qui n'ont jamais été vues au Sénégal. Absolument. Et qui ont été acquéries en toute légalité. Attention, elles n'ont pas été pillées. Maintenant, la question, c'est comment ça se fait qu'on doit faire tout ce processus-là pour accéder à cette histoire-là, qui est en droit d'avoir ça. Ça rejoint la polémique qu'il y a eu récemment avec la bibliothèque de Senghor. Tout à fait. Ce sont des questions qui sont pour moi très actuelles. Et c'est vrai que la restitution a posé énormément de questions par rapport aux artefacts, à des choses qui sont très lointaines dans notre histoire. Mais dans l'histoire contemporaine, c'est des questions qui se posent. On m'a interdit d'accès à certains musées. Quand je pense à Pape Ibra Tall, on a refusé que j'accède à ces 40 ans d'exposition. De quel droit ce musée, que je ne citerai pas, qui est à Munich, a ce droit-là? Je pense qu'il y a aussi un devoir de l'État de réclamer son patrimoine pour que tous les Sénégalais puissent y accéder. Parce que tout le monde n'est pas la fille d'un artiste, tout le monde ne peut pas faire des applications. On n'est peut-être pas au niveau des Pays-Bas, parce qu'on voit qu'ils sont en train de racheter tous les Rembrandt à coût de centaines de millions de dollars. C'est pas peu. C'est des objets qui coûtent des centaines de milliards de francs CFA et qui le rachètent. Peut-être qu'on n'en est pas à ce niveau-là, mais quand même, rien que le fait de faire la promotion de ces artistes qui sont encore vivants. Vous parlez d'Ahmadou Ba, ils sont encore vivants. Tout à fait. Vieux Soly Cissé, c'est des gens qui sont encore... Personne ne les connaît. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est là où je pense que votre démarche est très intéressante. Je vais peut-être passer la parole à Fatou Kiné, comme ça, il nous dira ce qu'il en pense. Bonsoir. Alors, moi, je suis tentée de me poser une question et je me suis posé cette question pendant cette dernière semaine.
J'aimerais savoir qui est Aïcha ou Akia. Cette question m'a beaucoup interpellée parce que je me dis, qui est cette dame qui n'a que 30 ans certainement, qui est curatrice, productrice, machallah, qui est... vous allez m'aider un peu? Il y a 11 ans, conseiller en communication. Elle a grandi un peu avec nous. Qui est Wahart. J'ai l'impression qu'elle est partout et en bien sur l'art. Donc j'aimerais bien qu'elle nous dise qui elle est. Et après, je pourrais poursuivre la conversation. Parce que je sais que les téléspectateurs voudraient bien savoir qui elle est. Je suis, comme tout le monde, une jeune femme sénégalaise. C'est vrai que je suis passionnée d'art et de culture parce que, comme dirait mon père, les éléphants ne font pas des chèvres. C'est-à-dire que j'ai baigné dans cet écosystème-là. Ma mère était journaliste culturelle, mon père artiste peintre et cofondateur du Village des Arts de Dakar. Il y a toujours eu de l'art à la maison. J'ai eu la chance de partir faire des études en France, des études d'art. Et quand je suis revenue au Sénégal, j'ai eu cette volonté, grâce au Festival mondial des arts nègres à l'époque. Donc on en reparlait en début d'émission 2011. C'est vrai. Je suis revenue avec un bagage qui m'a permis, parce que j'ai étudié, j'ai pu me rendre compte en fait du patrimoine qu'on a et de tous ces talents, de tous ces ambassadeurs, parce que ces artistes, qu'ils soient dans la peinture, dans la musique, dans la photographie, dans le cinéma, représentent le Sénégal partout dans le monde. Mais on est souvent les plus mal chaussés, c'est-à-dire que mes amis, les gens de ma génération ne connaissaient pas ces artistes-là. Donc j'ai commencé comme ça, à vouloir juste médiatiser, mettre en lumière, comme j'aime bien le dire, des artistes d'une scène, une scène qui est la nôtre, une scène dakaroise, une scène sénégalaise. Ça ne se limite pas qu'à Dakar. Ma démarche est plus régionale et sous-régionale. Mais tout ça pour dire que je suis comme n'importe qui. Je suis juste en quête de réponse ou fascinée par un patrimoine qui nous appartient. Et j'ai envie de partager, j'ai envie que notre collègue qui est à ma droite puisse connaître ces artistes-là. J'ai envie qu'on puisse parler d'autre chose que de ce que la culture sénégalaise, dans ses clichés, peut représenter. Le Sénégal, c'est plus que la lutte. Le Sénégal, c'est plus que la musique, c'est plus que Youssou N'Dour. Machallah, ce sont des grands ambassadeurs, on ne les renie pas. Mais on a plus que ça. On a des artistes comme Laipro, on a des artistes comme Ousmane Sow, on a des artistes qui ont aujourd'hui 80 ans, mais on a des artistes qui ont aussi 25 ans et qui nous représentent à l'international. Donc, ma démarche a toujours été celle-là. Après avoir cartographié la scène culturelle pendant presque 15 ans, je me suis dit, attends, aujourd'hui tu connais l'existant, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi Dakar attire le monde? Quand je donne des cours au Burundi, les gens regardent le Sénégal avec admiration. C'est notre culture. Les gens voient ce pays comme, je ne sais pas, plus que nous-mêmes, enfin, ils ont une image plus positive que nous-mêmes, celle qu'on a de nous-mêmes, du moins. C'est vrai. Du coup, je trouve que la culture devrait être valorisée et j'essaye, depuis 15 ans, de faire ça. Et pour compléter ça, il fallait retourner en arrière. Parce qu'effectivement, si on ne connaît pas son passé, on ne peut pas parler d'avenir, on ne peut pas parler du présent, on ne peut pas maîtriser le futur non plus. Comme disait Sunyata, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Absolument. C'est ça. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que les œuvres ne sont pas là. Moi, je suis tentée de... je voudrais bien savoir pourquoi les œuvres ne sont pas là, si vous avez une idée. Et en lisant un de vos textes, vous m'avez un peu aidé à vous poser des questions. Parce que nous sommes à l'heure de la restitution et j'ai vu Felwine Sarr qui a été à l'œuvre pendant des années pour essayer de restituer les œuvres au Bénin. Et vous dites qu'à l'heure de la restitution du patrimoine historique ouest-africain par l'Europe, vous vous interrogez sur la conservation et la transmission du patrimoine artistique et plastique.
et vous posez certaines questions. Quels sont les précurseurs? Comment œuvrent-elles? Comment les œuvres ont-elles traversé le temps? Que restera-t-il de ce patrimoine dans le futur? J'aimerais bien que vous répondiez peut-être à une ou deux de ces questions. Parce que la restitution est vraiment un sujet d'actualité. Et j'ai vu toutes ces dernières années beaucoup de critiques. Et c'est surtout la conservation qui pose problème, certainement. J'ai aussi entendu ça. C'est très problématique comme réponse parce qu'ils veulent nous faire croire que nous ne sommes pas capables. Et ce n'est pas vrai. On a tout à fait la capacité intellectuelle de prendre en charge ces œuvres. Il y a des spécialistes. Des œuvres qu'on a nous-mêmes produites. Des œuvres qu'on a nous-mêmes produites. Moi, chaque fois que j'entends ça, je dis, mais la personne qui connaît l'utilité de cette œuvre, qu'il a elle-même produite, qu'il a créée, qu'il a façonnée et qu'il a gardée pendant des siècles. Vous venez, vous volez cette œuvre et vous lui dites, vous ne pouvez pas la conserver. Vous n'en connaissez même pas l'utilité. Tout à fait. Ça m'a été posé dans mes pérégrinations dans ces pays-là, à la recherche de ce patrimoine. On m'a posé la question, parfois, dans ces musées, dans ces universités, qui ont été, je dois le dire, pour celles qui m'ont reçue, très... respectueuse. Oui. On ne m'a pas bloqué les portes. Au contraire, ils veulent collaborer. C'est des jeunes que j'ai trouvés là-bas. C'est des gens, c'est des gens que j'ai trouvés qui sont de ma génération. Ils veulent avoir des réponses et ils sont dans la collaboration. Mais personne ne vient. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est vrai ce que vous dites. On a les capacités et je pense qu'il faut, j'espère qu'un jour, nos dirigeants vont se rendre compte de ces problématiques-là et nous créer un cadre qui va nous permettre de recevoir ou simplement de participer à cette réflexion-là. Parce que je mets un peu de l'eau dans ce discours, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres au Sénégal, attention. Moi, je suis allée chercher des œuvres appartenant à une période, 1960 à 1990. Il se trouve que ces artistes ont voyagé. Machallah, ils ont eu une très grande renommée. Ils ont été invités à des moments où l'histoire était là, quoi. Ils étaient là. Mais ce que je veux dire, c'est que certains sont morts. Les familles n'avaient pas la capacité de réclamer. Ils ne connaissaient rien à ça. Donc il y a des œuvres qui ont été même abandonnées là où, justement, un ministère devrait solliciter ces œuvres-là, les récupérer. Il n'y avait personne. Donc, moi, je veux juste, à travers ce travail-là, pas fustiger quelqu'un, ni eux, ni nous, ni personne. Je veux juste pouvoir remettre en circulation ces œuvres. Et qu'au lieu qu'elles soient dans des bunkers à 20 degrés, où on doit manipuler les choses avec des gants, parce que c'est ça la réalité dans ces environnements-là, je voudrais qu'elles soient exposées au musée Théodore Monod de Dakar, qu'elles puissent aller à Ziguinchor, à Saint-Louis, que nos étudiants en art puissent voir une œuvre de Amadouba, en fait. Et j'ai vu que vous dites qu'il faudra décoloniser cette idée de l'imaginaire des arts. Ma question est, je pense que, en fait, ce n'est pas une question, c'est une contribution. Je pense qu'on est tous victimes. Parce que tout à l'heure, vous parlez des gens de notre génération qui pensaient qu'on n'avait pas les moyens de les conserver. Ils sont tous victimes d'une histoire qu'il faudra revisiter et changer, à mon avis. Tout à fait. Comme dirait Felwine, il faut que chaque génération prenne ses responsabilités. À la dernière biennale de Dakar, Felwine Sarr a animé un atelier, une réflexion au musée des civilisations noires. Et je l'ai un peu secoué en fin de conversation parce que je n'étais pas d'accord et j'étais très frustrée. Parce qu'il y avait plein de réponses, plein de questions auxquelles il ne répondait pas. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, mais Kenaïcha, chaque génération doit faire sa part. Les questions que tu te poses là, tu dois aller chercher ces réponses-là. Et il a raison. Et je pense que vous le faites bien. J'essaye. Vous devrez être plusieurs. Docteur. Vous connaissez d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose que vous? Non, malheureusement, pas sur cette question spécifique-là. Après, il y a évidemment dans notre écosystème énormément de commissaires et de curatrices, mais même dans cette recherche, vous savez, dans le monde de la recherche en général, ce sont les universités qui soutiennent les chercheurs.
Moi, ma démarche est particulière parce que je suis une curatrice qui a décidé de devenir une chercheuse. Je ne suis supportée par aucune académie. J'ai fait des applications, mon dossier a été retenu et c'est comme ça que progressivement, j'ai financé mon voyage. Ça m'a pris 4 ans. C'est pas quelque chose qui s'est fait... Voilà. Et j'ai trouvé des soutiens et des partenaires en cours de route. Parce que cette question intéresse. Là où, au Sénégal, on est peut-être en retard sur cette sensibilité, sur cette question-là, on m'a proposé, il y a déjà 2 ans, de faire des expositions en Europe sur cette question. J'ai dit non. D'où ma volonté de présenter cette exposition à Dakar le 18 mai, Inch'Allah. À votre place, j'aurais fait l'exposition là-bas, ce qui m'aiderait à avoir un public beaucoup plus élargi. Après, essayer de transposer au Sénégal ou au La Bénin. vérité, c'est que Moi, j'aurais fait comme elle. j'en ai un peu marre, entre guillemets, si je peux me permettre de le dire comme ça, qu'il y ait toujours besoin d'avoir une validation extérieure pour... C'est vrai qu'on n'est pas prophète chez soi, mais il serait temps que notre pays soit la priorité. Tout à fait. Je suis d'accord, mais l'idée de validation, enfin, je ne le pense pas en termes de validation. Pour moi, c'est juste une ouverture. Parce que ça ne gâche en rien de faire d'expositions partout dans le monde. Tout à fait. Mais et c'est prévu. Commencez par ici. Mais je voulais commencer par Dakar. Absolument. J'ai pas de principe, je pense. Docteur. Oui, d'abord, bravo pour cette initiative. Parce que quand on lit un peu l'histoire, c'est quand même beaucoup de dons de soi. Et ça, vous l'avez fait. Bon, c'est vrai qu'on vous dit que vous avez moins de mérite peut-être parce que vous êtes légitime et issu du milieu. Donc, vous avez une humilité de dire que vous avez moins de mérite, mais moi, je trouve que c'est déjà beaucoup de mérite. C'est beaucoup de courage. Vous l'avez aussi rappelé, quelquefois, des portes qui se ferment devant vous, ça, c'est complètement difficile, surtout quand vous savez que ça provient de vous. Et je pense, au-delà de ça, ça montre quand même quelque chose. Ça montre un peu la place de l'art dans nos pays. J'ai discuté il y a quelques années avec un ami en disant que moi, quand j'étais plus jeune, dans mes années étudiantes, Dakar, ça a grouillé d'événements. C'est-à-dire, on avait le festival de jazz de Dakar. Pendant toute une année, on avait tous les grands artistes de jazz qui sont venus à Dakar dans des mois différents et qui parlaient un peu, qui nous montraient leur musique. On avait à tout coin de rue quelque chose qui se passait. Aujourd'hui, vous restez à Dakar, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, même s'il y a quelque chose, ce n'est pas suffisamment médiatisé. Et vous voyez même, il y a eu la controverse par rapport au nouveau gouvernement de la place du ministère de la Culture. Parce que tout le monde disait que le ministère de la Culture devait être un grand ministère et tout doit commencer par la culture. Absolument. Et ça, c'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire même quelquefois les gens le disent, mais dans la réalité, ils ne le pensent pas trop. C'est-à-dire ça reste quelque chose de très vague parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas à mettre dedans. Donc, en ce sens, votre démarche est extrêmement positive et donc je vous remercie de pouvoir nous donner l'occasion, en tout cas à partir du 18 mai, d'aller voir un peu tout ce qu'on n'a pas pu voir. C'est vrai, quand on passe une journée à Amsterdam, on peut passer la journée, c'est vrai qu'il pleut aussi, on peut passer une journée dans les musées, ne jamais en sortir, et on en ressort le soir vraiment très instruit, comme si on a voyagé à travers le monde, comme si on a voyagé à travers les époques. Et je suis sûr que c'est ça que vous allez nous offrir. Donc, je n'ai pas réellement beaucoup de questions à vous poser, mais c'est juste à vous remercier de cette grandeur d'âme d'abord que vous faites en nous offrant des choses. Mais aussi, c'est aussi ça le travail. Le travail, c'est de faire venir des gens, que les gens prennent conscience de ce qu'il y a. Et à partir de là, les choses vont commencer à bouger un peu plus lentement. En tout cas, bravo et bravo encore. Merci beaucoup. J'ai peut-être une dernière question. Quelles seraient vos attentes à l'issue de ce projet de Survival Kit? Il faut dire que ce qui va être présenté au musée Théodore Monod, Inch'Allah, ça va être un aperçu de ce travail-là. C'est-à-dire que je suis invitée en tant que special guest, entre guillemets, dans une exposition collective où il y a 8 chercheuses qui viennent du monde entier, qui ont travaillé sur des questions en lien avec le musée. Le White Cube, comme on dit, le musée en tant qu'outil de propagande coloniale. Et la place du musée aujourd'hui, puisque la colonisation est derrière nous. Qu'est-ce que sont ces espaces-là? Donc, mon projet est présenté dans cette exposition collective. Et pour cette raison-là, je ne peux pas tout montrer, parce que je suis limitée en espace et parce que je dois laisser de la place à mes collègues qui ont posé des questions très importantes aussi.
Donc pour moi, c'est l'occasion de donner un aperçu sur un travail qui est en fait plus important. Le Survival Kit, c'est plusieurs outils, parce qu'en fait, le Survival Kit, c'est un guide de survie. Un guide de survie des arts plastiques contemporains sénégalais. Et donc pour comprendre ces arts plastiques-là, il y a aussi ce que j'ai appelé le Magalogue, donc qui est un livre que je suis en train d'écrire, de coécrire, qui va être traduit en anglais, en allemand et en français. On m'a d'ailleurs dit oui, pourquoi il n'existe pas en Wolof, mais c'est une autre conversation. Mais ce livre va appuyer l'exposition et il y a ensuite un projet de film. Parce qu'en fait, l'exposition et le musée, c'est un lieu destiné à qui veut. Mais c'est quand même il faut être outillé pour entrer dans un musée. On ne rentre pas spontanément. Ce sont des lieux qui font peur. Donc, avoir un film ou avoir un livre, ça permet de discuter et de rentrer en dialogue avec plus de monde. Autant le monde académique, artistique, autant nos pairs, P-A-I-R-E-S, autant le film nous permet de toucher les plus jeunes. Donc, c'est une parenthèse ou un aperçu qui va être monté. Donc, je veux juste poser les questions, les mettre sur la table, libre à chacun d'en tirer des conclusions. Je veux juste qu'on se pose des questions. Je n'ai absolument pas la prétention d'apporter des réponses, parce que c'est trop de questions, mais je voudrais juste qu'on puisse en discuter. C'est un énorme cri de cœur que vous faites là. Qui voulez-vous qui vous entende? Je pense qu'on est tous concernés. Autant vous que moi, que Alioune, que notre président, que mon fils. En fait, on est tous concernés parce que sinon, ce qu'il va se passer, c'est... On va arriver à un moment donné, et c'est déjà en train de se passer. Il y a des artistes, que je ne citerai pas, des photographes, qui ont un patrimoine qui raconte l'histoire du pays. Et ce patrimoine-là est en train d'être vendu. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans 10 ans, le fils de Alioune va vouloir voir une photo de Baba Mal, qui a ses 20 ans sur la scène du festival de jazz, par exemple. Il va devoir aller en Espagne pour accéder à ce patrimoine-là. Je réalise la gravité de la situation. Ce sont des choses, on néglige la culture, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est central. Ce sont des choses centrales, c'est notre mémoire. On ne peut pas être un peuple sans mémoire. La RTS a formé les premiers cinéastes sénégalais. On doit avoir ces films-là, on doit avoir ces archives-là, c'est notre mémoire. Donc, moi, je ne traite pas le cinéma, mais il y a des gens qui travaillent sur cette mémoire du cinéma dans ce pays. Moi, je me suis intéressée aux arts visuels parce que c'est ma sensibilité. Mais voilà, je pense que c'est une question qui doit être élargie à nos mémoires de façon générale. Absolument. Je pense que M. Mbaye, vous avez peut-être un mot à rajouter. Bon, je félicite d'abord madame. C'est intéressant et c'est en rapport avec mon livre. Tout à fait. Bon, parce que le problème, je pense que c'est beaucoup plus profond. Si on comprend ce qu'elle dit, c'est qu'ils nous ont confisqué énormément de choses. Parce que là, on parle d'art et de culture, mais il y a d'autres choses qui sont enfouies, qui devaient être apparentes, qui devaient être incluses à nos enfants. Mais on nous a fait croire que c'est pas des choses importantes. Oui. Au niveau par exemple, il y a des figures historiques, les figures... Au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire, on nous parle d'autres personnes. Nous avons nos propres figures, nous avons nos héros. Ils ont des histoires intéressantes, mais peu connues au niveau... Ils ne sont même pas enseignés à l'école. Donc, il y a énormément de choses qu'on doit restituer. Ça en fait partie. Bon, je la félicite de cette initiative. Donc, c'est juste pour un peu faire un réveil de conscience pour permettre aux jeunes générations de comprendre, tant sur l'entrepreneuriat, sur tous les domaines. On arrive à déceler on se dit, mais là, c'était pas le bon chemin. On se rend compte avec l'innovation de la technologie, ce qui se passe ailleurs. Les gens valorisent leur culture, ils valorisent leur tradition. Alors que nous, bon, sur tous les aspects de notre vie, on est extravertis. Donc je pense que là, c'est un message important. Très fort. Voilà. Et nous la félicitons encore.
Absolument. Je rappelle que l'exposition, c'est au musée Théonore Monod, du 18 mai au 15 septembre, c'est ça? Inch'Allah. Où se trouve ce musée? C'est l'IFAN. Juste à côté de l'Assemblée nationale, en face de au centre-ville de Dakar. 18 mai. Le 18 mai. D'accord. Vous êtes évidemment invité. Il y aura un cocktail d'ouverture et comme souvent, les expositions sont gratuites, donc il n'y a pas d'excuses. Alors j'espère que vous pourrez être là. Ce sera avec plaisir. Vous allez rester avec nous. On va terminer cette première partie avec M. Papa Bambey, qui vient nous présenter son essai qui s'intitule « Comment réussir en entrepreneuriat au Sénégal ». Je pense un sujet qui intéresse beaucoup de monde, hein, parce que tout le monde parle maintenant d'entrepreneuriat. C'est un sujet qui est un peu à la mode. Et vous avez eu cette ambition de faire un ouvrage, comme vous dites, qui va servir à tous les entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs débutants, comme les entrepreneurs qui sont aguerris, quoi. Quand je pense à quelqu'un comme moi qui a commencé à l'âge de 23 ans, donc je me suis dit peut-être que je vais apprendre beaucoup de choses. C'est vrai que c'était déjà très ambitieux de dire que cet ouvrage va servir à tout ça. Et en conclusion aussi, vous avez dit que vous avez fait un voyage exceptionnel à travers l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez avoir réussi ce que vous vouliez déjà entreprendre avec cet ouvrage-là? Oui, je pense que j'ai réussi. Parce que au début, ce qui m'a le plus motivé, c'était juste par rapport à... J'ai survolé le paysage entrepreneurial sénégalais, mais il y avait un manque d'informations et de ressources. Oui, parce que ce sont ces raisons principalement qui m'ont vraiment motivé à écrire l'ouvrage sur l'entrepreneuriat. Oui, donc c'est un ouvrage j'ai voulu juste faire un guide pratique, un guide détaillé, qui va parler sur le contexte local. Okay. Et c'était juste pour permettre également aux jeunes étudiants qui je vois la plupart du temps désespérés à la fin des formations, qui sont à la recherche de stages. Et puis l'entrepreneuriat est perçu pour eux comme un dernier recours. C'est un choix de dernier recours, je veux dire. Alors que pour un pays comme le Sénégal, je pense que l'entrepreneuriat devait être une option valable de choix de carrière. Voilà. Donc c'est pour ces raisons que j'ai voulu. Bon, peut-être que j'ai parlé d'entrepreneurs aguerris, c'était pour parler de ceux qui ont entrepris 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais pas des gens qui ont 23 ans de carrière. Donc, peut-être que vous pouvez... En plus de 23 ans. J'ai dit, j'ai commencé à 23 ans, maintenant je suis vieux. Voilà, je veux dire, voilà. Donc, vous pouvez peut-être sortir du champ. Ça fait une trentaine d'années. Non, mais le problème, c'est que, peut-être avant de passer la parole à mes co-présentateurs, je vais juste effleurer. Je me dis que, pour moi, vous avez posé peut-être le cadre, mais là où ça aurait été plus intéressant, c'est, comme vous dites, si vous voulez amener la spécificité sénégalaise, c'est d'entrer plus dans les détails, de donner plus d'exemples en ce qui concerne l'entrepreneuriat sénégalais, des exemples de réussite. C'est-à-dire percevoir le Sénégal à travers votre ouvrage. Donc là, moi, je me dis que vous avez juste mis le frame, quoi, le cadre, en fait. Okay. Oui, j'ai voulu procéder par étapes. Bon, vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai parlé de guide pratique. Donc, j'ai pas voulu mettre des histoires. Bon, j'ai voulu faire un guide et peut-être après 2 ans, 3 ans, j'aurai des histoires à raconter à travers mon ouvrage. Des étudiants pourront s'inspirer et mettre en place quelque chose et là, je pourrai faire de leur histoire un autre ouvrage pour vraiment donner des histoires inspirantes, pour expliquer que l'ouvrage que j'avais fait sur l'entrepreneuriat a eu tel résultat. Absolument. Fatrine? Je le ferai peut-être la part à M. Diallo, après je reviendrai. Monsieur Sow. Monsieur Sow. Volontiers, mais disons que d'abord bravo pour l'ouvrage, hein, donc il n'y a pas de doute, c'est bien écrit, je dirais un sujet, verbe, complément, de belles phrases.
assez linéaire, donc je veux dire que c'est lié assez facilement. Mais je rejoins Alioune un peu dans ce qu'il a dit, c'est-à-dire que c'est plus un canevas de bonnes règles. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut faire de l'entrepreneuriat, il peut lire et savoir ce qu'il y a à faire, donc en termes de procédure, etc. Donc en ce sens, c'est presque complet. Mais là où je tique un peu, c'est quand on dit comment réussir en entrepreneuriat au Sénégal. Moi, j'ai envie de dire, c'est juste comment réussir en entrepreneuriat aurait suffi. Parce que les règles que vous édictez là sont valables dans tous les pays du monde. Absolument. C'est ouvrir un compte, faire un business plan, embaucher de bonnes personnes, etc. Donc tout ce qu'il faut vérifier, donc c'est vraiment un guide pour pouvoir ne pas oublier quelque chose à faire, etc. Alors maintenant, ramener dans le contexte sénégalais, je suis beaucoup plus sceptique. Parce que c'est tout ce que les entreprises sénégalaises, d'une façon générale, ne font pas. Je ne sais pas si vous avez fait de la consultance dans les entreprises sénégalaises, mais vous vous rendrez compte que les ressources humaines, ce n'est pas géré comme la façon dont vous le dites. C'est très top-down, ce n'est pas de la collégialité, ce n'est pas des KPIs qui sont fixés à tout le monde, etc. Donc il y a beaucoup de choses que des grandes entreprises internationales font de façon spécifique et générale, plutôt générale. Nous, on ne le fait pas tellement bien. Et j'aurais aimé qu'on mette un peu l'accent sur ça et surtout qu'on donne des exemples. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à lire le livre, je commence souvent par la conclusion. Parce que j'imagine souvent, on écrit une conclusion, après, derrière, on se dit comment on va construire le corps pour aboutir à la conclusion. Mais bon, j'ai lu des choses qui étaient, j'étais très excité de les lire, parce que d'abord, on a eu le livre un peu tard, à Lyon. Et donc, j'étais très excité, je me dis, ah ben, je vais lire ça, je vais tout lire, etc. Mais j'étais quand même surpris, après l'avoir fini, qu'il y avait un mismatch, qu'il n'y avait pas ce que vous dites dans la conclusion, vous ne l'avez pas tellement abordé dans le corps du livre. Donc, un peu ce qu'Alioune disait, il manque des exemples. Il manque beaucoup de pratiques de ce que les gens font. Et ça, c'est quelque chose qui est absent. Et pourtant, à la conclusion, vous dites que vous l'avez fait. Donc, vous concluez que vous avez passé en revue tout le truc du Sénégal, mais en réalité, je trouve que ça manque beaucoup. Et ça gagnerait vraiment, ça rendrait le livre beaucoup plus passionnant, beaucoup plus réactif. On saurait beaucoup plus aussi la réalité sénégalaise. Et ça permettrait aussi, je pense, aux entrepreneurs sénégalais de bien voir un peu comment rentrer dans ce genre de choses. Ça, c'est le premier volet. Jusqu'à présent, il n'y a pas de question, évidemment. Le second volet, qui est peut-être le premier, et là, vous l'avez dit même tout à l'heure avec Alioune, c'est de penser que l'entrepreneuriat, c'est aussi juste une voie qu'on choisit comme ça. Il y a un talent, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il y a des gens qui sont plutôt des enseignants, il y a des gens qui sont plutôt des artistes. L'entrepreneuriat, c'est différent. Il faut avoir aussi une fibre. Donc, il n'y a pas à comme vous semblez le décrire, on se met dans une chambre, on fait l'idéation, on trouve la bonne idée et hop, on y va. À mon avis, ça ne marche pas trop comme ça. Quand on regarde les plus grosses entreprises, que ce soit dans le monde, ça a été fait généralement par une personne. Absolument. Et qui était au départ un entrepreneur et après, évidemment, qui a appliqué toutes les règles dont vous parlez pour en pouvoir faire de grosses entreprises. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que vous l'avez déjà présenté quelque part, ce livre? Présenté quelque part? En public pour de jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous l'avez présenté en forum ou bien est-ce que vous l'avez jamais fait? Non, ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Oui, ça vient toujours mais généralement aussi, avant d'écrire, quelquefois, on essaye. Oui, j'ai pas... Bon, en fait, c'était des fascicules. En 2013, je donnais des cours dans des instituts ici à Dakar. Bon, c'était sous forme de fascicules. J'en avais, je pense, 3 ou 4. J'avais élaboré des fascicules pour mes cours. D'accord. Quand j'ai présenté des fascicules à des amis qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, ils m'ont dit que je pourrais étoffer les fascicules pour en faire un livre. Donc c'est parti. Ça se voit que c'est un peu peut-être de reproche, entre guillemets, qu'on est en train de faire. Ça fait un peu trop fascicule. Voilà. Peut-être que ça gagnerait aussi plus maintenant à voir la pratique de ce qui se passe pour le voir. Bon, je reviendrai un peu, je laisse à Fatou poser quelques questions, mais j'aimerais bien parler du leadership féminin dont vous parlez. Moi, je suis tenté de poser la question, qui serait peut-être beaucoup plus académique. Est-ce qu'il y aurait une structure qui avaliserait le guide? Qui décide d'un livre, s'il est un guide ou pas? Bon, peut-être que ça devait être l'Harmattan, la maison d'édition, peut-être. La maison d'édition pouvait avoir... Parce que tout le monde peut écrire un livre et l'appeler guide, mais qui va... Non, j'ai parlé de mes intentions au départ. Quoi.
Je n'ai pas l'autorité de... Non, c'est le lecteur qui décide, en fait. C'est le lecteur qui décide. Un ouvrage, c'est le lecteur qui se dit... on a imprimé... Qui classe un peu. On a il y a des ouvrages qui sont inclassables. Mais moi, en tant que lecteur, parfois, je me dis, ça, c'est... Et ça se voit, d'ailleurs, lui et moi, nous avons eu la même impression. En disant que je suis d'accord que vous êtes chevronnés, vous n'étiez pas dans le champ. Je faisais le document pour des entrepreneurs qui voulaient démarrer. Parce que moi, j'ai constaté, vous avez dit que l'entrepreneuriat, c'est une fibre. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pas très d'accord. Oui, parce que moi, je pense que c'est le système qui pose problème, le système éducatif. On n'est pas préparé pour entreprendre à la fin de nos formations. Et là, ça rejoint ce que disait madame au départ. L'éducation au Sénégal est conçue pour être fonctionnaire, pour travailler à la fonction publique, pour travailler dans le secteur privé. Je veux dire, nous avons un système qui favorise plus une carrière classique, traditionnelle, où à la fin de... Oui, c'est mon point de vue. C'est le système français. Hein, mais c'est là où il y a un problème. Donc moi, je pense qu'on gagnerait à revoir l'enseignement et puis qu'on puisse mettre des programmes qui prennent en charge, qui va promouvoir l'entrepreneuriat dès le bas âge. Et là, c'est des choses possibles. On ne peut pas venir après avoir une licence ou un master et pas dire qu'on n'a pas de fibre entrepreneuriale. Ceux qui ont des fibres, c'est ceux qui réussissent actuellement. Et c'est ça qui pose problème. Ça, je suis très discutable. Ouais, exactement. Mais je veux juste vous en donner une preuve. Moi, j'ai fait l'école sénégalaise. Oui. Et je suis entrepreneur. Je fais des choses par moi-même. Je suis contre-exemple. Entrepreneur, ça veut dire... Ça veut dire que j'ai des idées et que je suis mes idées et que je les mets en pratique. Est-ce que vous avez une carrière? Vous êtes docteur? Docteur, ça c'est académique. Je suis docteur, ça c'est quelque chose d'autre. Mais indépendamment des docteurs, on voit des gens qui n'ont pas fait des études, mais qui sont des entrepreneurs dans l'âme. On peut voir ça. Je veux dire, moi, je veux dire, il faudrait qu'on essaye. Moi, je pense que les entrepreneurs dans l'âme sont minoritaires. On est façonnés pour être des fonctionnaires au Sénégal. Voilà, on n'a pas de programme. Tous les pays qui sont colonisés par la France. Moi, je suis comme Dr Sow. Moi, je veux dire, j'ai fait le même cursus au Sénégal. Et pourtant, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 23 ans. Dès que j'ai terminé mes études d'informatique, je n'ai jamais été embauché. J'ai commencé à créer ma société d'informatique. Mais vous êtes des exceptions? Non, mais nous ne sommes pas des exceptions. Pas du tout. Non, je peux vous sortir. Rien que pour mon secteur, dans la culture, ce ne sont que des entrepreneurs culturels. Bien sûr. On parle d'industrie créative et culturelle. Absolument. Donc, on a évidemment plein d'entrepreneurs culturels. Et je pense que c'est juste une question de cible, si je comprends bien, si je peux me permettre même d'intervenir. Je pense que c'est une question de cible. Vous essayez de donner un outil à des jeunes qui n'ont aucune réponse, qui n'ont aucune perspective. Aucune perspective. Donc, c'est un début de réponse. C'est-à-dire que je pense que c'est louable parce que c'est une première proposition qu'il essaye de proposer. Mais après, là où je vous rejoins, c'est que, au contraire, moi, je trouve que le Sénégalais est un entrepreneur par essence. C'est-à-dire que ça soit dans l'agriculture, que ça soit... Dans tous les domaines. Dans le commerce. Tous les domaines. On est de très bons commerçants, je pense. Et les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, il n'y a pas de... Et c'est là d'ailleurs l'intérêt de votre livre. Parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent, mais juste par intuition, de manière très informelle. Ils mettent une petite boutique, ils ne réfléchissent pas à beaucoup de choses, la qualité du produit, l'expansion du produit, l'expansion des marchés. Que vous dites ici, qu'eux, ils n'ont pas. Eux, ils le font, ça marche 2 mois, 3 mois, ça ne marche pas, ils ferment, ils font autre chose. Absolument. Mais dans l'entrepreneuriat, ils ont cet esprit-là. Et c'est justement même le système qui leur impose de le faire. Très souvent, parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Et donc, du coup, ils se mettent à innover, à faire des choses différentes. C'est le génie sénégalais. C'est ce qu'on appelle le génie sénégalais. Le génie sénégalais, mais ce n'est pas par rapport à un programme scolaire. C'est ce que je veux dire. Il faudrait... Ce qu'ils ont, c'est-à-dire, quel programme scolaire fabrique des entrepreneurs? Bon, par exemple, en plus, est-ce que c'est le but? Parce que moi, l'idée que j'ai de l'entrepreneuriat, peut-être en toute humilité, parce qu'il y a beaucoup de conférences auxquelles j'ai assisté où on parlait de ça. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que si tout le monde devient entrepreneur, mais on embauche qui? Non, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Parce que si, par exemple, vous dites qu'on doit former des entrepreneurs... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, encore une fois. J'ai dit, au Sénégal, il y a des milliers de jeunes qui sortent chaque année.
je pense, 340 000 en 2024 et 416 000 en 2025. Pour ces jeunes-là, si, par exemple, la plupart vous n'allez pas voir si la fonction publique peut recruter une partie, quasiment c'est 1%. Non, la fonction publique n'a même pas vocation à recruter les gens. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Je veux dire, pour ces milliers de jeunes, ils n'ont aucune perspective. Oui. Et là, l'entrepreneuriat pouvait prendre une place centrale au niveau des formations. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai un groupe scolaire à Kermassa avec des élèves qui sont en classe en classe élémentaire, CICP. À chaque fois, par exemple, les mercredis, je les organise sous forme d'équipe. D'atelier. Je désigne un chef de projet, je désigne un comptable, je désigne tout ce qu'il faut pour réussir un projet. On va faire un financement participatif, chaque élève amène 1 000 francs et on va trouver un terrain. On a essayé plusieurs fois, on trouve un terrain, ils vont acheter de la semence, ils vont cultiver de l'arachide. On a cultivé de l'arachide, du niébé, des concombres et des tomates. Et là, le chef de projet, on les initie à pouvoir être autonomes et à entreprendre. Et là, ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Non, ça se passe pas comme ça dans tous les pays du monde. Je veux dire, la plupart des pays, par exemple comme la Chine, c'est ce qu'ils font. Mais nous, il y a un problème au niveau du système éducatif. Non, c'est là où je vous rejoins. Et vous l'avez même dit dans... Bon, je ne sais pas si... Parce que vous n'avez pas je termine par rapport au projet pour montrer à quel point c'est intéressant. Ce sont les jeunes, ils vont vendre les produits. Ensuite, ils ramènent les recettes. On va réinvestir. Et c'est une activité qui est maintenant inscrite dans le... Ce que vous dites là, ce que vous racontez là, oui. C'est de l'enseignement professionnel. Ça existe, ça. Non, je parle des élèves à l'élémentaire. Ça n'existe pas. Les gens, ce qu'ils font, c'est pas... Au niveau élémentaire, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Moi, je pense que même au niveau du maternel, on peut introduire des programmes qui peuvent éveiller les réflexes entrepreneuriaux au niveau des enfants. Pour essayer peut-être un peu de trancher par rapport à ce que vous dites. J'avais pas vu déjà au départ la définition de l'entrepreneuriat elle-même dans l'ouvrage, mais par exemple, si vous regardez cette définition-là, ce que vous êtes en train de décrire, c'est une initiation au commerce. C'est pas une initiation à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat ne veut pas dire forcément une action qui a un résultat commercial. C'est pas forcément pécuniaire. Vous comprenez? Non, encore une fois, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, non, mais là... je vous ai parlé des étapes. Vous avez parlé tout de suite d'avoir un comptable. Non, mais laissez-moi juste... Vous avez tout de suite parlé d'avoir un comptable. Vous avez parlé du fait de produire et de vendre. Je veux dire que apprendre à quelqu'un à entreprendre, c'est lui apprendre à créer de la valeur qui n'est pas forcément quelque chose de commercial. On peut avoir une entreprise qui n'a pas vocation à vendre ou bien à avoir des rentrées financières parce que vous en avez parlé, c'est l'entrepreneuriat social. Mais je suis d'accord, là, je suis d'accord. Donc, le fait c'est bien, par exemple, d'ouvrir des perspectives aux enfants. C'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir être ce qu'on appelle en anglais well-rounded, c'est-à-dire que de pouvoir être bien arrondi. Mais le problème, c'est que le fait d'initier quelqu'un au commerce, parce que le commerce, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a une fibre, il y a des gens qui sont de bons commerçants, d'autres qui sont... Là, vous êtes en train de fabriquer des commerçants. Laissez-moi vous expliquer l'activité de bout en bout. C'est vous qui qualifiez de commerce, mais c'est pas du commerce. Bon, ce que vous avez décrit, c'est du commerce. Non, c'est pas du commerce. Par exemple, si les enfants, quand ils reviennent avec des recettes, on va réinvestir. Et l'argent qu'ils ont, il y a une maîtresse qui garde pour qu'à la fin de l'année, on organise une fête. Et on va primer les meilleurs élèves de l'école par rapport à... Ils ne touchent même pas à cet argent-là. Donc, c'est juste pour mais leur montrer... Mais un comptable, comme vous avez dit. Non, quand je parle de comptable pour un élève de CE2, c'est absolument rien du tout. C'est juste pour... Non, mais là, honnêtement, on rentre un peu dans quelque chose d'autre qui est un projet que vous faites, mais pas dans ce que vous avez décrit dans l'ouvrage. Peut-être vous auriez aussi pu Non, j'ai donné un exemple par rapport à ma perception. Vous auriez pu peut-être décrire ce que vous racontez là dans l'ouvrage pour dire, voilà une forme... soit d'entrepreneuriat social ou quelque chose d'autre. Parce que nous tous, nous faisons des activités sociales là où nous nous trouvons. Mais j'ai même l'impression, en vous écoutant un peu plus, qu'il y a quand même beaucoup plus quelque chose en sourdine. C'est-à-dire que vous vous apprenantissez plus
sur le système en disant que le système produit des fonctionnaires, ce qui n'a strictement rien à voir. Parce que dans le fond, au Sénégal, il y a 100 000 fonctionnaires. Et vous l'avez dit, il y a 300 000 personnes qui sortent des universités. Donc, ce n'est pas pour absorber des fonctionnaires. Le système ne crée pas de fonctionnaires. Il y a d'autres types d'enseignements qu'il y a après l'école élémentaire. Il y a l'enseignement entrepreneurial, il y a l'enseignement... Vous allez dans nos écoles... Après l'école élémentaire, il y a l'entrepreneuriat. Non, après les écoles, j'ai envie de dire classiques jusqu'au bac. Vous pouvez aller à l'ISM, vous pouvez aller à... Enfin, je cite des noms. Il y a des ISEP, il y en a énormément d'entreprises qui forment à avoir un certain concept pour pouvoir faire une entreprise. D'accord? Et comme Aline vous l'a dit, il y a aussi des entreprises dont le but n'est pas vraiment de faire de l'argent, qui ont un autre objectif dans la vie qu'autre chose. Et ça, vous ne le citez même pas. Vous ne le citez pas. Donc, l'idée pour en revenir un peu à votre ouvrage, c'est vraiment, vous dites un peu, quand on fait une entreprise, voilà les différentes étapes sur lesquelles il faut passer. Bon, maintenant, ces étapes-là, j'ai envie de dire, ce n'est pas spécifique au Sénégal et ce n'est pas forcément tout le monde qui peut le faire. Parce que ça demande des compétences, ça demande des sources financières, ou d'ailleurs, vous dites que c'est très difficile de les avoir, parce que quand on passe en revue chacun des thèmes que vous développez, on voit qu'il y a énormément d'obstacles, vous ne citez pas toujours, mais vous dites que c'est possible de les avoir, ce qui est vrai. Et je trouve que ce n'était pas aussi l'ambition que vous aviez pour pouvoir faire cet ouvrage-là. Donc, en gros, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec vous quand vous parlez du système. Je peux vous dire que des grosses entreprises aujourd'hui dans le monde, le système français que vous décriez a créé de très grosses entreprises. Et c'était des grands entrepreneurs qui l'ont fait. Vous regardez toute l'industrie automobile, c'est de grands entrepreneurs. Vous prenez aux États-Unis, ce n'est pas le système qui forme les plus grands entrepreneurs. C'est des gens, quelquefois, qui n'ont même pas été dans les grandes business schools et qui ont créé de très grosses entreprises. Donc, il faut détacher un peu l'entrepreneuriat de l'éducation comme vous semblez le faire, parce que ce n'est pas lié du tout. Et j'ai vu plein d'exemples dans le monde qui montrent que ce n'est pas du tout quelque chose qui est lié. Pour moi, je pense que c'est lié. Je pense que l'entrepreneuriat est lié à l'éducation. C'est pas bon. Vous pouvez parce que les gens peuvent avoir une fibre entrepreneuriale, mais la culture. Je parle de culture entrepreneuriale. Au Sénégal, c'est très faible. Peut-être c'est quelque chose que vous avez ambition peut-être de créer, mais il faut pas dire ça. Je veux dire la culture entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle il a fait un guide. Oui, sûrement. Il ne le reconnaît pas. Vous prenez les grands entrepreneurs du Sénégal. Pensez à 2 ou 3 personnes, les plus grands entrepreneurs du Sénégal. Est-ce qu'ils ont fait les bancs de l'école? Non, mais justement... Non, je vous demande d'y penser, je ne veux pas les nommer. Non. Dans votre texte. Les plus grands entrepreneurs de l'Afrique n'ont pas de parcours universitaire. Donc pourquoi vous dites que c'est lié, l'éducation et l'entrepreneuriat? Et les grandes structures, par exemple, les grandes entreprises américaines, ce sont des gens qui n'ont pas terminé leur cursus. Oui. Steve Jobs n'est pas allé à l'université. Bill Gates a commencé, je pense, la première année, il a terminé. Je peux vous citer plein de... Zuckerberg n'a pas terminé. C'est ce que je vous dis. Par exemple, nous, dans le secteur, les gens qui font des études universitaires, est-ce que vous avez une référence en termes d'entrepreneuriat pour ceux qui ont effectué des études universitaires, un parcours universitaire abouti? Vous me citez des gens qui... Je suis docteur en mathématiques et j'ai une firme. Non, je veux dire, quand on parle... Mais je veux dire, je vous prends moi un exemple, je suis devant vous. J'ai un docteur en mathématiques que j'ai fait à l'université et j'ai une firme. À mon avis, la question serait pourquoi la majeure partie des entreprises... Oui. Enfin, je ne dirais pas la majeure partie, peut-être 30% des entreprises ne fonctionnent plus au bout d'un an. Peut-être que la question serait... Oui, mais ça, c'est autre chose. On en a parlé la semaine dernière avec l'ouvrage sur le chômage. Mais on n'était pas là, nous, la semaine dernière. Oui, non, mais il faut regarder l'émission. Donc, non, c'est que c'est deux sujets qui sont assez différents. Ça, c'est la durée de vie des entreprises. Ça dépend du paysage. Nous sommes dans un pays où peut-être les choses ne fonctionnent pas encore comme nous le voudrions. Donc, parfois, on dit que la durée de vie d'une entreprise nouvellement créée est de 2 ans. 80% des entreprises nouvellement créées périclitent au bout de 2 ans. Mais ça, je pense que c'est dû à l'environnement, quoi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais comme on le disait, pour en revenir à l'ouvrage, parce que je pense que le débat, c'est un peu ça. C'est-à-dire que essayer de percevoir ce que vous aviez voulu faire à travers cet ouvrage. Et aussi... peut-être, vous l'avez dit à la fin, je pense, je l'avais surligné, vous avez dit que vraiment ce qu'il ne faut pas, les péchés capitaux vraiment de l'entrepreneur,
c'est la complaisance et l'arrogance. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité lorsqu'on entreprend, mais il faut avoir aussi beaucoup d'humilité lorsqu'on écrit sur l'entrepreneuriat, lorsqu'on veut inspirer les gens, se dire que peut-être on n'a pas tout à fait raison et qu'il y a beaucoup de pistes à aborder. Non, bon, c'est avec beaucoup d'humilité que je m'exprime. Mais c'est plus pour les comment on appelle ça? Les novices que pour les chevronnés. Pour les chevronnés. Bon, ça peut être ça. Oui, mais les guides, en général, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours pour les chevronnés. C'est toujours pour les novices. En règle générale. Oui. Mais il semble dire que c'est aussi pour les chevronnés. Oui, c'est pour ça qu'on a eu la même réflexion de Dr. Sow. Moi, quand je dis, mais là, ça va être très intéressant. Bon, en tout cas, ils ont imprimé 150 exemplaires. Bon, on a écoulé les 150 et j'ai vraiment eu des retours très positifs. C'est parfait. Donc ça peut servir à une frange de la société. Qu'on soit clair, on n'a pas dit que votre ouvrage n'est pas bon ou que votre ouvrage ne va pas se vendre. Non, j'ai compris. Je vous préviens aussi qu'il y a des navets qui se vendent très bien. Absolument. C'est ce que j'allais dire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, mais c'est bien, on aime bien cette confiance, d'autant plus que je pense qu'il est également coach lui aussi. Donc voilà, vous avez un coach en face de vous également. Donc c'est bien d'avoir confiance en soi. En tout cas, c'est un ouvrage qu'on va conseiller à tout le monde, les entrepreneurs. C'est vrai qu'on en avait que 2, donc je lui ai remis mon ouvrage. Ça s'appelle Comment réussir en entrepreneuriat au Sénégal. C'est préfacé par Amadou Mourital. C'est publié aux éditions L'Harmattan Sénégal. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, M. Papa Abambaye. Également très heureux d'avoir reçu Mme Ken Aïchassi. Je rappelle que l'exposition, c'est du 18 mai au 15 septembre au musée Théodore Monod. Fatou ne connaît pas le musée Théodore Monod, mais c'est juste en face de l'Assemblée nationale. Vraiment, nous avons été très heureux de vous recevoir. Ce sera à quelle heure? Le vernissage est à 18h. À 18h. C'est souvent le cas des vernissages, oui, fin de journée. Mais j'allais à des vernissages à New York. Ne croyez pas que j'avais allé. Je vous attends, hein. Je vous attendrai. Je viendrai, Inch'Allah. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en recevant une éducatrice et pédagogue de formation. Elle est la directrice et la fondatrice de l'école inclusive Le Petit Prince d'Andiscol, qui organise le 24 mai prochain la journée culturelle Andy School Day, dont elle vient nous parler ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Anna Gaye. Nous allons terminer cette émission avec un journaliste de formation. Il est le président de l'association Food for Children, qui organise la 4e édition du festival Les 72 heures de poésie et slam de Kédougou, qui aura lieu du 17 au 19 mai prochain à Salémata. Nous accueillons M. Moussa Seydou Diallo. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer avec vous, madame Gaye. Vous venez nous présenter la journée culturelle Andy School Day qui aura lieu le 24 mai prochain à l'école Le Petit Prince d'Andiscol, dont vous êtes la directrice et la fondatrice. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu l'histoire de cette école inclusive? Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, c'est une école qui est ouverte à tous et puis donc, adaptée aussi aux enfants en situation de handicap. Donc, nous avons voulu ouvrir cette structure, ne pas en faire un ghetto, mais plutôt un établissement qui est adapté à tout type de handicap, donc y compris les enfants sans handicap, donc pour créer une réelle synergie, qu'on sente la mixité, parce que je pense que quand on élève les enfants, il ne faut pas les séparer, mettre des barrières entre eux.
Donc, c'est pourquoi on a toujours évolué avec le principe de l'inclusion, l'inclusion scolaire. Donc, on se disait qu'à la base, quand on fait l'inclusion sociale, forcément, c'est l'inclusion scolaire qui suit, et d'arriver à l'inclusion artistique et plus tard à la professionnalisation de ces jeunes-là, qui sont souvent laissés en rade par le système. Donc, c'était vraiment l'occasion de leur ouvrir les portes, de leur montrer qu'ils ont les mêmes droits que les enfants qui sont sans handicap et qu'on peut tirer le meilleur d'eux. Donc, parce qu'ils ont des potentialités extraordinaires, il faut juste savoir les accompagner. Et l'accompagnement, c'est avec les parents, c'est la famille, c'est l'État, c'est les éducateurs spécialisés, c'est également la communauté. Absolument. Et c'est vraiment une initiative, à mon avis, qui est une excellente initiative. Je ne sais pas si vous êtes accompagné, vous avez parlé tout de suite de l'État, est-ce que vous êtes accompagné par le ministère de l'Éducation? Parce que c'est une école, peut-être, je me dis qu'on ne connaît pas beaucoup et qui a quand même une vingtaine d'années, je pense, d'existence. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'on est ouvert depuis 1998. C'est vrai que l'accompagnement de l'État est très, très timide. On ne sent pas une réelle implication. C'est plutôt des mécènes qui nous accompagnent depuis le début et des jeunes talents comme PPSE, donc, qui offrent des matinées récréatives à ces enfants-là. On a également l'association libanaise d'Homme au Sénégal, par le biais de Arimex, qui nous accompagne aussi beaucoup. Voilà, donc c'est surtout des sportifs aussi. Vous avez parlé de mon jeune frère et ami PPSE, dont la structure Sunukadu, qui est à l'origine un peu de ce End School Day. Je pense que c'est la première édition qui se tiendra le 24. Quel est le programme? Parce que je me dis peut-être que c'est un peu une journée portes ouvertes, un peu une journée culturelle pour mieux connaître l'établissement. Comment ça va se passer exactement? Oui, parce que le 24, il y a donc cette journée avec PPSE qui reste vraiment un des bras caritatifs de ce projet. Et donc, il met en place des ateliers de musique, art plastique. Et puis, il nous aide aussi pour installer la salle informatique. Parce qu'il ne faudrait pas que ces jeunes-là aussi soient en reste pour tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et les images, ça aide toujours, surtout pour les apprentissages des couleurs, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est des activités qui peuvent vraiment faire sortir les potentialités de ces enfants-là. Donc, il faudrait les booster un peu, leur montrer qu'ils ont la possibilité d'avancer et d'aller plus loin. Parce que souvent, les parents se limitent au médical. Voilà. Alors qu'il faut les accompagner par le paramédical, le scolaire, leur montrer qu'ils ont les mêmes droits et qu'ils ont la possibilité d'aller à l'école. Parce que quand la fratrie, donc les jeunes s'en vont à l'école, souvent c'est des frustrations qu'on sent chez ces petits-là. Donc il y en a même qui demandent à écouter les parents qui disent qu'ils veulent aller à l'école même le week-end. Donc c'est un cadre qu'on a voulu vraiment idéal pour l'épanouissement de ces enfants-là. Parce qu'il faudrait qu'ils soient déjà épanouis avant d'entrer dans les apprentissages. Absolument. Fatou Kiné. Bonsoir Madame Gueye. Bonsoir. Madame. On est ravis de vous avoir sur ce plateau du dimanche soir. Vous êtes là pour parler d'un sujet assez délicat et assez sensible, qui est l'handicap. C'est vraiment un cas d'école pour nos sociétés humaines. Alors, pour aider un peu les téléspectateurs, je vais peut-être essayer de donner une définition de l'handicap selon l'OMS. Selon l'Organisation mondiale de la santé, est handicapée toute personne
dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Dans leur définition, ils citent l'école. Donc ça montre à quel point l'éducation reste une place prépondérante pour que la personne handicapée soit réintégrée dans la société. Le terme handicap désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement. Il cite plusieurs types d'handicap que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a l'handicap mental, l'handicap auditif, l'handicap visuel et l'handicap moteur. Donc, je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'il y a des élèves qui sont sans handicap. Je suis curieuse de savoir comment ils ont atterri à l'école. Peut-être que ce sont des parents ou amis des personnes avec handicap et que des fois, les parents ne veulent pas trop séparer les enfants. Peut-être que c'est ça qui est à l'origine de l'introduction des enfants qui n'ont pas d'handicap. Ou bien, expliquez-nous comment vous avez réussi à faire la mixité et comment les enfants et les parents réagissent. Parce que, en fait, au début, on n'avait même pas mis que c'était une école pour handicapés. C'était pour vraiment marquer le principe de l'inclusion. Donc, on a dit c'est ouvert à tout le monde. Donc, au début, quand on a démarré en 1998, il y avait beaucoup plus d'enfants sans handicap. Donc, on n'avait que 2 enfants IMC qui étaient là, les infirmes moteurs cérébraux, qui étaient avec nous. Et petit à petit, le bouche à oreille a marché. Et puis, on a eu à accueillir des enfants trisomiques. Maintenant, nous avons plusieurs cibles. Ça va de la trisomie 21 aux verbo-auditifs, aux enfants malvoyants aussi. Donc, que nous orientons vers des structures avec qui nous collaborons, comme l'INEFJA et puis Yorg Chérif qui est à Rufisque. Voilà, ce qui permet à ces jeunes-là d'être dans un milieu où il y a des spécialistes pour les accompagner. Parce qu'il faudrait, dans ce cas, avoir sur place des professionnels comme les professeurs en langue des signes, les professeurs en braille. Donc, quand les moyens ne suivent pas, c'est très difficile d'arriver à avoir cette équipe pluridisciplinaire. Ce qui fait que petit à petit, on a ouvert à tous, mais avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés parce qu'il faut former les enseignants. Souvent, c'est des jeunes qui viennent de l'université et il faudrait les accompagner par l'encadrement de ces enfants-là. Absolument. Et pour ce faire, il faudrait qu'ils soient formés. Et c'est là où le bas blesse. L'État n'est pas tellement impliqué dans ça. Donc, on est obligé de solliciter des associations, des organisations qui sont à l'étranger, qui peuvent accompagner dans la formation. Par exemple, Flamme Africa nous a envoyé une psychomotricienne, un ergothérapeute, qui ont accompagné les enseignants pendant 2 semaines. Voilà, c'est vrai, c'est des formations de courte durée, mais ça permet de quand même mettre les bases dans ce... Absolument. Dans ce, voilà. Juste un petit mot peut-être par rapport à vous. Je pense que vous étiez une grande sportive et que vous avez eu malheureusement un accident qui vous a causé peut-être un handicap. C'est peut-être ça qui vous a le plus motivé également. Oui, parce que en fait, après le bac, j'ai intégré l'INSEPS de Dakar. Absolument. Donc, avec comme option le handball. Donc, j'étais dans l'équipe nationale de handball. Tout à fait. Voilà. Donc, suite à l'accident, j'ai continué dans ce C'était un accident sur le terrain de handball? Non, pas du tout. C'est un accident de la circulation. Donc, j'ai été amputée du bras et de la jambe. Voilà. Donc, il fallait poursuivre les études. Et pour ça, je me disais, le terrain le plus propice, c'était de faire les sciences de l'éducation avec comme option psychologie du handicap et de l'inadaptation. Wow. En fait, c'était une forme
de me soigner moi et puis d'aller aussi vers la solidarité avec des jeunes qui traversent les mêmes difficultés. Ce qui fait qu'au début, vraiment, les travaux portaient sur le sport pour handicap. C'est plus tard, en fréquentant des enfants qui sont longuement hospitalisés, que j'ai eu à réorienter mon projet et de m'occuper plutôt des enfants, de les scolariser. Enfin, je suis tentée de poser une autre question. Peut-être je vais la poser différemment. Face à l'handicap, les enfants sont assez curieux. Et même, je dirais, entre guillemets, assez méchants. Parce qu'il y a un âge où on n'arrive pas à concevoir l'inacceptable. Et j'aimerais savoir comment les enfants réagissent à peu près par rapport aux autres, ceux qui n'ont pas d'handicap. Vous savez, vous parlez des enfants, mais en fait, c'est tout le monde, hein, parce que la différence ne laisse jamais indifférent. Donc, il y a toujours ces connotations qui parfois sont négatives. Il y a la compassion, la pitié qui intervient et des sentiments qui ne sont pas favorables au développement de ces enfants-là. C'est pour ça qu'on dit toujours aux parents, lâchez ces enfants-là, traitez-les au même titre que les autres membres de la famille qui sont sans handicap. Mais au niveau de l'école, il y a une réelle sensibilisation à l'accompagnement et on a retrouvé ce système de tutorat où les enfants sans handicap peuvent accompagner les autres, les amener aux toilettes, parfois voir des morts et aller les moucher. Donc cette forme de solidarité, les adultes apprennent beaucoup au contact de ces enfants-là. Finalement, c'est eux qui nous donnent des leçons. On pense les former, mais en fait, ce sont ces enfants-là qui nous forment. Parfois, il y a des parents qui arrivent qui disent « Ah, moi, maintenant, je n'ose même plus jeter un papier dans la cour et voilà, il faut se brosser les dents après avoir mangé et tout ça. » Donc, c'est des habitudes de vie qu'on a essayé d'installer chez ces enfants-là. Et c'est tout heureux. On voit des évolutions très, très, très positives sur des enfants qui arrivent. Et nous-mêmes, on pensait qu'ils n'avaient pas la parole, qu'ils ne pouvaient pas parler. Et on se rend compte, au contact de ces enfants-là, il y a des réactions, il y a des comportements qui même parfois nous étonnent. Voilà, donc c'est important. Et vous parlez de classes passerelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, les classes passerelles? En fait, c'est des classes de transition. Voilà, parce que quand on accueille l'enfant avec beaucoup de difficultés, qui ne sont pas encore socialisés, qui ont des problèmes d'autonomie, ils sont en passerelle 1. Et là, c'est vraiment, on n'est pas encore dans les apprentissages scolaires. On essaie de les faire se côtoyer très tôt, de les intégrer. De les socialiser. Voilà, c'est ça, de les socialiser. Donc il y a beaucoup plus de jeux, avec les cryptogrammes aussi, l'apprentissage de la lecture à travers les images, les vidéos, tout ça. Donc et on voit, quand l'épanouissement arrive, le reste suit facilement. Et là, ils peuvent aller en passerelle 2, et là où il y a les apprentissages scolaires. On est là non seulement dans les pratiques d'activités professionnelles, comme la couture, le micro-jardinage qu'on a installé, et puis voilà, et on les accompagne avec aussi le scolaire. Ce qui fait que parfois, vous pouvez trouver des enfants qui sont passés à la passerelle et qui arrivent directement en classe de C1, parce qu'on a trouvé le niveau. Ils ont le niveau pour pouvoir suivre les enseignements apprentissages. Peut-être un mot, docteur Chertia. Oui, tout à fait. Enfin, d'abord, merci de partager un peu votre histoire personnelle, qui est quand même, c'est toujours douloureux et difficile. Mais ça montre aussi votre compréhension de ce qu'il faut pour ce genre de, j'ai envie de dire, d'enfants ou autre chose. Moi, j'ai eu une réflexion un peu plus profonde par rapport à ce que vous dites, qui est qu'est-ce qu'on appelle un handicapé. Parce que pour moi, en réalité, ça n'existe pas. C'est nous qui avons des points de vue en disant que telle personne est un handicapé. Et vous, ce que vous faites, en fait, justement, vous avez un point de vue qui est de les traiter tous pareils. Vous ne semblez pas, et à juste titre, je trouve, malheureusement, nous ne le faisons pas assez, de nier un peu ce handicap
voilà, cette personne est handicapée, cette personne, il manque quelque chose. Parce que dans le fond, nous sommes tous handicapés. Il y a des choses visibles, c'est il vous manque peut-être un bras, mais peut-être moi, c'est ma façon de réfléchir qui est un handicap par rapport à un ensemble de choses. Et ça, c'est moins visible. Mais d'une façon générale, nous avons tous des déficiences quelque part et nous avons tous quelque chose qui nous manque. Ce qui est magnifique un peu dans ce que vous faites, c'est que d'abord, vous comprenez qu'il faut prendre le temps de faire des choses, c'est-à-dire le temps de ces personnes qu'on dit handicapées pour acquérir certaines connaissances prennent plus de temps, d'où ma collègue a parlé un peu de passerelle, que vous avez si bien expliqué, et que vous allez prendre le temps de le faire pour amener les gens à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, dans le système que nous avons, c'est un système unique, tout le monde y rentre, il y en a quelques enfants qui sont un peu des surdoués, mais qui restent dans une classe et qui s'ennuient, donc qui ne vont pas réussir dans le système. D'autres qui n'arrivent pas à suivre, il leur faut du temps. Avant, il y avait des redoublements, maintenant, on ne redouble plus. Mais vous instituez le fait qu'il est normal que les gens prennent le temps pour accéder à différentes choses. Donc, en ce sens, c'est très magnifique. Et je pense aussi qu'il nous faut avoir des répétitions de ce genre de points. C'est-à-dire, moi, j'avais eu une parente handicapée qui voulait venir à Dakar, qui cherchait une maison adaptée. Mais c'est presque la croix et la bannière de trouver une maison où la douche, tout simplement pour une personne qui ne sait pas marcher, qui est sur une chaise, puisse rentrer. Il y a partout des escaliers, on ne pense pas à ce qu'il y ait une pente, etc. Donc, avoir aussi un impact sur les modifications du comportement de l'ensemble d'un plus grand nombre par rapport à des personnes qui ont certaines difficultés ou qui sont en handicap. Donc voilà, donc j'ose espérer que votre initiative, je suis même surpris qu'elle ait pris, c'est quand même pendant 20 ans, et c'est seulement maintenant peut-être qu'on en entend parler, mais il faut en parler plus. On espère aussi que l'émission va permettre d'en parler plus, qu'il y ait moins de mécènes, plus de public dans ce que vous faites, parce que c'est aussi quand même une vraie éducation du peuple, des citoyens qu'il y a là. Donc bravo à vous. Merci. Merci bien. Peut-être un mot, monsieur Diallo. Oui, je pense que c'est louable, hein, et je rejoins également ce que dit Dr Sow. Je pense que l'handicap se trouve en fait chez nous. On ne fait qu'extérioriser par moment en fait notre façon de voir. Autre chose, c'est que je pense également que l'État doit accompagner des initiatives pareilles qui permettent de créer déjà la solidarité à bas âge, mais promouvoir l'entraide, mais également l'inclusion sociale dont a besoin ces jeunes Sénégalais-là. Voilà. Moi, je pense que les familles aussi devraient faire beaucoup plus d'efforts. Je suis d'accord. Les familles qui ont des enfants handicapés. Tout à fait. Parce qu'on entend des histoires incroyables. Les enfants sont gardés, enfermés à longueur de journée. Il y a des choses incroyables qu'on entend. J'espère que ce n'est pas vrai, mais malheureusement... On a connu des avancées dans les villes, oui, c'est vrai. Mais que quand vous retrouvez dans les villages reculés, il y a une étude du professeur Abdoulaye Thiam, ancien directeur de l'ENTSS, qui avait vraiment montré comment on éliminait ces bébés handicapés. Donc, quand ils arrivaient, donc, on t'envoie chez le guérisseur qui te dit en fait, il faudrait qu'il retourne chez les siens. Wow. Donc, on va le mettre au bord de l'eau. Bon, si au petit matin, vous le retrouvez, c'est que c'est ton enfant, sinon c'est l'enfant des djinns. Alors qu'on sait que quand il y aura la marée haute, il va partir. Voilà, ils seront partis. D'autres, ils sont jetés sous un baobab, bien ficelés, attachés, donc à la merci de tous les prédateurs animaux. Donc ça existait. On a beau cacher ces réalités, mais c'est en ville qu'on fait des progrès. Il y a quand même maintenant la réticence qu'on voyait chez les parents d'aller en service de pédopsie. Maintenant, ça a reculé. Ils y vont volontiers et ça permet une meilleure collaboration. Absolument. Parce qu'avant, c'est toujours le fait de nier que ce n'est pas son enfant. S'il a été échangé par les djinns et tout, et il y a toujours, comme on dit, hein, les canaux là, des charlatans, donc, qui permettent de faire maintenir ces croyances-là. Surtout qu'on est dans des sociétés avec des pesanteurs culturels qui sont là et
très difficile à enlever. Absolument. Donc, on va te faire croire qu'inutile de l'amener au service de pédopsychiatrie, tu perds ton temps. Cet enfant n'est pas le tien. Absolument. Voilà. Je ne sais pas si j'avais rappelé que l'école se trouvait à Rufisque, le Petit Prince d'Andy School. Donc, je rappelle que la journée culturelle se tiendra ce 24 mai à l'école à Rufisque. Juste pour terminer avec cette émission. Vous permettrez aussi d'ajouter, parce que ce n'est pas seulement cette journée. Il y a une randonnée pédestre qui suit le dimanche. Le dimanche. Voilà, avec pour thème l'autisme, sur les enfants autistes. Au moins qu'on les sorte. Absolument. Et que les parents voient qu'ils ont la possibilité de faire du sport comme tout le monde. Absolument. Ça, c'est la faute à peu près. Lui, c'est la journée du 24 qui l'intéresse. Qui l'intéresse, voilà. Il n'a parlé que de ça. Il m'a parlé que de Mais ça. en fait, c'est les journées Handiscol qu'on appelle. Absolument. Donc, il y a toujours d'autres activités. C'est le 24 et le 25. Voilà. Et puis, le vendredi qui suit, il y a une table ronde conférence avec le professeur Djibril Seck et le docteur Idriss Abba. Et ça permet aussi de réunir des professionnels dans ce domaine. Absolument. Et mieux sensibiliser les parents pour qu'ils inscrivent les enfants. Et on termine par la kermesse. Absolument. Le samedi 1er et 2 juin. Voilà. Un très beau programme. Nous allons terminer cette émission avec M. Diallo, M. Moussa Seydou Diallo. Vous nous parlez de toujours une association pour les enfants qui s'appelle Food for Children. Dont vous êtes le président. Vous organisez la 4e édition des 72 heures de poésie et de slam de Kédougou à Salémata. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette manifestation qui en est quand même à sa 4e édition? Oui, déjà, merci, monsieur Ndiaye, pour l'invitation. Féliciter également monsieur et madame, trouvés sur le plateau, mais également la deuxième invitée. Effectivement, en réalité, c'est une initiative qu'on a débutée depuis 2021. On sortait juste de la période de la pandémie. Tout était au ralenti. Et je suis parti d'une expérience personnelle en tant qu'écrivain, poète, pour dire qu'il fallait également, ce que je faisais hors de chez moi, qu'il était temps que je puisse le réinvestir en réalité chez moi. Donc ma ville, donc la région de Kédougou. Et en cela, j'ai essayé de répondre à une question parce que ce qu'on entend pour la plupart du temps, c'est que les jeunes ne lisent pas. Pour répondre à cette question, j'ai dit qu'il faudrait reposer la question autrement. C'est-à-dire à savoir, qu'est-ce qui est fait pour que les enfants lisent? J'ai dit qu'il fallait donc essayer de reconnecter les enfants à la lecture par le biais du ludique et du pédagogique. Et c'est ainsi que l'idée est partie. Et je suis reparti au niveau de Kédougou. J'ai rencontré les autorités, notamment le gouverneur de région à l'époque, Sayer Ndaw, qui vraiment a beaucoup apprécié l'idée et il fallait vraiment le faire. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et maintenant, par le biais du ludique, ce qu'on a trouvé, le genre littéraire qu'on a trouvé, c'était la poésie. Et à la poésie, il fallait ajouter le slam, que moi j'ai défini comme étant une forme, voilà, que j'ai défini comme étant une forme de la poésie musicalisée. Et je dis que là, l'enfant, s'il sait qu'en lisant, il peut non seulement s'épanouir, mais il peut faire de la musique, il peut jouer, facilement il peut se connecter au livre. Et donc l'idée est partie comme ça. Et on a fait donc la première édition. Et ça a été, on a formé les premiers élèves au niveau de l'élémentaire, du niveau CM1 et CM2, et au collège et secondaire. Et ça a été une réussite. Se basant sur le premier succès qu'on a eu, on a refait une deuxième édition au niveau de Kédougou. Et à ce niveau, on s'est dit qu'il fallait démocratiser la chose, puisque la région de Kédougou ne se limitait pas qu'à Kédougou commune. Il fallait délocaliser le truc. Et donc c'est ainsi qu'on est allé au niveau de Saraya pour la 3e édition. Là également, en collaboration avec les autorités déjà locales, administratives, ensuite locales telles que le maire, l'IF, les autres. On a également travaillé, formé les jeunes déjà sur le dire poétique, la lecture, la gestion du trac, des choses comme ça, pour au moins les donner les aptitudes à s'exprimer, mais à éveiller également ce talent qui sommeille en eux et les mettre carrément en pratique. Là également, on l'a fait. Et cette année-ci,
Après Saria, on va faire le maillage à Salémata avant de revenir à Kédougou l'année prochaine. Absolument. Et les 3 jours, c'est du 17 au 19 mai. Quel sera un peu le programme? Alors, le programme, pour déjà préciser qu'effectivement, initialement, on avait prévu du 17 au 19, mais cette période coïncide aux initiations en pays Bassari et Bédik. De sorte qu'effectivement, c'est carrément des activités culturelles qui vont avoir lieu. Et en discussion avec le préfet, d'ailleurs Jean-Paul Malick Faye, qu'on remercie au passage, on a décidé de ramener d'ailleurs le festival à 2 jours. Donc il va se tenir du 17 au 18. Et il y a déjà un CDD qui est prévu à Salémata ce lundi-là, où on va réunir toutes les autorités autour de cette activité et voir l'organisation qui va se faire. De sorte que déjà le 17, on aura l'accueil et les installations, mais ce jour-là, c'est le jour où on va faire des remises de distinction. Vous savez, Kédougou, quand on parle de Kédougou, déjà, on voit l'autre côté de tout, c'est à 702 km d'ici. Et il y a des fonctionnaires qu'on les affecte, il y a des travailleurs qu'on les affecte. Souvent, on ne reconnaît pas leur travail, on ne les donne pas en exemple. Au niveau du festival, on identifie des personnes qu'on donne en exemple. Donc, on les donne des distinctions pour dire aux enfants, voici le motif pour lequel on donne, par exemple, ce trophée à M. Sow. Voici pourquoi on donne ce trophée à M. Ndiaye, de sorte que les enfants puissent les prendre en référence. Ceci, après cette activité-là, il y a des prestations des artistes qui viennent de Dakar, qui sont des poètes, qui sont des slameurs, qu'on amène. Parce qu'il faut également mettre les enfants avec, entre parenthèses, des références ou des personnes qu'ils voient et qu'ils n'ont pas souvent l'habitude de voir dans des zones comme Kédougou. Voilà, ils vont venir, ce seront par intermède, ils vont entrer, ils vont se produire. Déjà, les élèves vont avoir un avant-goût de ce qu'eux, ils vont faire. Ensuite, il y aura également une exposition, puisqu'il y a des maisons d'édition qu'on va amener. Je ne sais pas si je peux les citer, mais il y a des maisons d'édition. Voilà, il y a l'Harmattan Sénégal qui sera avec nous, il y a les éditions Moukad qui sera avec nous, il y a également des artistes visuels, arts plasticiens qui seront avec nous, plus maintenant, nous, écrivains de la région, qui vont également exposer, mais également les transformatrices, qui sont dans le fognon, qui sont dans le miel, dans la poudre de pain de singe. Tous, ils vont avoir des stands et on va montrer en fait ce patrimoine autour du livre. On développe déjà l'économie également, voir tout. Et permettre à ceux qui ont des tapuscrits ou des manuscrits de la région de rencontrer les maisons d'édition et de faciliter cette rencontre-là, mais de permettre également aux gens de Kédougou de voir ce qui se fait à Dakar. C'est quoi une maison d'édition? Qu'est-ce que la maison d'édition fait? Les livres, comment on les met? Au moins d'amener ce qui se fait à Dakar au niveau de délocaliser la capitale au moins pendant 72 heures au niveau de Salémata. Et après ça, nous aurons une thématique qui va être abordée, puisque cette année-ci, c'est le livre pour lutter contre les violences basées sur le genre. Donc il y aura une thématique qui va être développée autour de ça. Et à la suite de cela, seulement, le soir, on va occuper les enfants, déjà les mettre en groupe, parce qu'il y a déjà un appel à production de textes sur la thématique que l'IF organise avec le président du comité scientifique, et on sélectionne les enfants. Et ce sont ces enfants-là choisis maintenant qui vont être formés au niveau donc du festival. Et en France, c'est jusqu'en terminale, ou bien c'est juste l'école primaire seulement? L'école primaire, c'est à partir du CM1, du cours moyen, CM1, CM2, et on prend au niveau du moyen secondaire et au niveau du lycée. Voilà. Au niveau de chaque niveau, on évalue, et à partir des textes l'IF choisit les meilleures productions, et ce sont ces élèves-là que nous, on va former. Et après la deuxième journée, ce seront les ateliers en conte, en poésie, les gestions du tract, les gestuels, des choses comme ça. Et après, les élèves vont faire une restitution. Peut-être juste un mot, peut-être, docteur Sow. Oui, moi, pas seulement plusieurs mots. Non, parce qu'on est à la fin de l'émission. Donc, vas-y, Fatkine. Donc, honneur aux dames. D'abord, je magnifie l'idée du festival. Nous qui sommes à Dakar, on a l'impression qu'il n'y a que des affrontements au niveau des mines à Kédougou. C'est l'impression qu'on a. Et il y a aussi les cascades de Dendifilo. Voilà, c'est finalement les deux choses qu'on retient. Il y a toujours des affrontements à Sabadola. Vous avez parlé basé sur le genre. C'est quoi les violences basées sur le genre. C'est ça le thème de cette année. Voilà. Moi, je ne vois pas trop le lien entre les violences, la lecture et les violences basées sur le genre. Parce que le genre, c'est un terme qui est en ce moment très polémique. Moi, je dirais plutôt les violences faites aux femmes ou aux hommes. Je ne vois pas pourquoi vous utilisez le mot genre.
Alors, pour être pragmatique, on ne parle pas de fait, on parle un peu de l'impact que le livre peut avoir sur l'enfant en tant qu'outil pédagogique et instrument de culture de la connaissance, du savoir-être et du savoir-faire. Et donc, c'est à la recherche de ces connaissances-là que l'enfant peut savoir et s'habituer ou même appréhender, si vous voulez, son environnement. Et ça, il faut lui donner les outils. Et en le reconnectant au livre, on pense que les termes comme les violences, déjà basées sur le genre, parce qu'on est dans une zone très culturelle, à la fois reculée, où pour la plupart du temps, les gens ne s'intéressent pas trop, ou ce qu'ils voient, c'est un peu les clichés ou les idées qu'on renvoie, alors qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire dans ces zones-là. C'est pour dire aux enfants, lorsque vous lirez, facilement, on pourrait vous induire en erreur. Lorsque vous lirez, vous comprendrez par exemple que les chiffres, les statistiques, vous pourrez les lire sur un peu les questions de violence, quels sont les types de violence, ça s'adresse à quelle catégorie de personnes, etc., etc. Mais pour le savoir, il faut lire. Donc en fait, c'est une manière, une technique, si vous voulez, pour l'école. Et au niveau de, si vous voulez, excusez-moi, pour chaque édition, on cherche une thématique. Absolument. Et les enfants produisent autour de cette thématique. Et on ne peut pas produire sur une thématique si on ne fait pas de recherche, si on n'est pas accompagné. Donc forcément, les enfants vont essayer de faire des recherches sur ces thématiques pour voir. Donc ça élargit un peu leurs horizons. C'est pourquoi on a choisi cette thématique, sachant que l'année dernière, on avait choisi comme thème le livre « Un outil au service des enseignements apprentissages des élèves ». Absolument. Voilà. Donc je rappelle que c'est du 17, plus du 17 au 19, maintenant c'est les journées du 17 et du 18 mai à Salémata. Vraiment, nous invitons peut-être tous les téléspectateurs, tout ce qui pourront aller à Kedou, parce que bon, on dit toujours c'est loin, mais je pense que ça en vaut la peine. Parce qu'il est invité, qu'elle ne connaît pas les cascades, ce sera l'occasion de te faire monter, visiter Iwo. Donc ce sera les 72 heures de poésie et de slam à Salémata. Également, rappeler que les journées culturelles Andy School, c'est... Comme vous dites, maintenant c'est du 24 au 2 juin. Au 2 juin. C'est du 24 mai au 2 juin à l'école Le Petit Prince d'Andy School de Rufisque. Vraiment, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Je remercie également mes co-présentateurs du jour, Madame Fatki Nengom, très en forme ce soir, très en verbe. Je vais finir avec une note poétique, vu que... Oui, on va terminer avec ça. Bon, je conclue après, vous allez nous faire un slam. Je remercie également le docteur Cheikh Tianso. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Remercier tous les techniciens de la RTS, remercier tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah. On va terminer en slam. En poésie plutôt. Hein. En poésie, d'accord. Voilà. Vu qu'on a 2 dames, j'avais prévu d'en faire 2, mais je pense que je vais parler pour les femmes. Voilà. C'est dédié à vous. De ma chambre d'hôtel, j'aperçois sautiller des tourterelles. Au pied des cocotiers du sud, des merveilles. Comme simple mortel, je m'incline devant l'autel du protecteur. Je te vois, charmant public. Je t'entends dans le grondement pudique de la fourmi au sortir de sa fourmilière, d'où m'assaille une joie toute particulière. Je ne vais guère discourir, juste dire des mots chargés d'espoir avec aux lèvres un joyeux sourire. À toi, femme, Senghor te commémore dans Chant d'ombre. David Diop fait ta sculpture dans Coup de pilon, sans pinceau ni crayon, juste des mots niellés. Quant à moi, Nénam. Je te vante au quotidien. Un jour ne suffirait pour moi à te célébrer car tu es vie. Que tu sois jaune ou rouge, blanche ou noire, comme ma mère duchesse. Laisse-moi te dire, femme, ma joie de te chérir, d'amour, de te couvrir. Ma plume peut être rebelle, parfois vagabonde. Pour toi, elle est flûte.
Elle est tam-tam d'Afrique, mais violon d'Asie. Elle est chant d'amour en station debout ou assise. Pour toi, elle sort du bois et donne la voix. Merci Ali. Merci beaucoup. Machallah.